Brume littéraire, le podcast qui vous guide à travers les grandes œuvres de notre littérature. Épisode 23, les lettres persanes, Montesquieu. Retour au XVIIIe siècle pour cet épisode de Brume littéraire, avec un livre qui a eu un immense impact, non seulement sur la littérature, mais sur toute une société. Des Persans à Paris qui apportent un regard neuf et critique, tout ça sous forme d'échanges de lettres. Je parle bien sûr des lettres persanes de Montesquieu. C'est une œuvre très riche, avec beaucoup de thématiques à explorer, alors je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet avec le résumé de l'œuvre. Les lettres persanes, c'est l'histoire de deux Persans, Ouzbek, un notable de la ville d'Ispahan, et son ami Rika. Pour des raisons peu claires au début du roman, Ouzbek est obligé de quitter la Perse et décide avec son ami de se rendre en France, à Paris. Tout au long du voyage et du séjour, les deux hommes s'échangent des courriers. Ils écrivent aussi à d'autres Persans en Europe et aux Persans d'Ispahan. Les lettres sont extrêmement descriptives, mais elles analysent aussi ce que les personnages voient et expérimentent. Ils parlent mœurs, politique ou encore religion et adoptent un point de vue critique envers ces thèmes. L'avantage est qu'ils voient notre système d'un point de vue extérieur et donc assez objectif. En parallèle, on apprend aussi les affaires au sérail, une sorte de harem de Ouzbek qu'il a dû quitter. Il a laissé ses eunuques responsables de le gérer, mais à la fin du roman, les femmes se révoltent, menées par la jusqu'alors discrète Roxane, la favorite d'Ouzbek qu'il croyait être la plus fidèle de toutes. Tout s'envenime, et alors que Ouzbek critiquait le despotisme en France, il applique au sérail les mêmes traitements que ceux des souverains français. Finalement, Roxane rédige une dernière lettre très critique envers Ouzbek, dans laquelle elle fait déferler sa haine avant de se suicider. Voilà donc pour le résumé de cette œuvre. On peut dire qu'à part la révolte qui se passe au sérail, il y a très peu d'actions à proprement parler. Et pourtant, ce roman est d'une immense richesse. Parlons de la forme pour commencer. Il s'agit donc d'un roman épistolaire, c'est-à-dire dans lequel on lit des échanges de lettres. Il est polyphonique puisque ce sont 161 lettres que nous lisons, rédigées par plusieurs personnages, que ce soit Ouzbek, Redi, Roxane, des eunuques et j'en passe. Les dynamiques changent au fil du roman, mais on peut les séparer en 3 grandes parties principales. Les 23 premières lettres racontent le voyage en direction de Paris et nous expliquent aussi les raisons pour lesquelles Ouzbek est obligé de fuir Ispahan. Les lettres 24 à 146 racontent quant à elles le séjour à Paris, les expériences vécues par les personnages, les intrigues politiques, enfin bref, tout ce qui se passe en France entre 1711 et 1720. Les lettres 147 à 161 sont ce qu'on appelle le roman du sérail. Cette dernière partie détonne d'ailleurs un petit peu du reste du roman, puisqu'on était jusqu'alors plutôt dans la description, la critique, les questionnements. Et là, tout à coup, tout va très vite. On nous raconte une révolte, une trahison, et on finit par une lettre incroyable de Roxane qui clôt le roman. On se dit que c'est assez étrange, surtout qu'Ouzbek n'écrit presque plus à la fin du roman. On pourrait croire qu'il lui est arrivé quelque chose, ou bien qu'il est dépassé par les événements. Eh bien, laissez-moi vous révéler un petit détail qui est assez peu soulevé quand on parle de ce livre. Alors que les 146 premières lettres suivent l'ordre chronologique de l'écriture des missives, pour le roman du sérail, on retourne en arrière dans le temps. En fait, du point de vue des dates, c'est la longue lettre 146 d'Ouzbek qui est la dernière du texte. Le roman du sérail commence 3 ans avant cette dernière lettre. Étonnant, non ? En fait, c'est assez difficile à constater parce qu'il faut une grande attention aux détails pour percevoir ce retour en arrière. Chaque lettre est certes datée, mais soyons honnêtes, quand on lit 161 lettres, on a tendance à ne pas s'attarder sur les dates et on part du principe que tout se suit. Mais ce retour en arrière permet plusieurs choses à Montesquieu. D'une part, en isolant les histoires du sérail, l'auteur peut présenter d'un bloc toutes les observations faites par les personnages à Paris. On a une unité qui n'est pas dérangée par des faits externes. De plus, isoler le roman du sérail, c'est dynamiser la fin du roman et aussi mettre en contraste toute la pensée critique d'Ouzbek pendant toute la partie centrale du livre. Alors qu'il critique la manière de diriger et le pouvoir du despote, il reproduit en fait la même répression dans son petit royaume à lui. L'œil ne se voit pas lui-même, et Montesquieu nous montre qu'on peut toujours critiquer ce que les autres font, mais qu'il est très difficile de se remettre soi-même en question et de penser de manière critique sur sa propre situation. Vous l'avez compris, c'est pour ça que l'auteur choisit de raconter l'histoire de Persans à Paris et non pas l'histoire de Parisiens. La critique est beaucoup plus forte, plus vraie quand elle émane d'une entité totalement externe. Les personnages vont parfois faire des erreurs, utiliser les mauvais mots pour décrire ce qu'ils voient, mais le message est clair et leur critique est acerbe. La force également d'adopter ce point de vue est que la satire ne vise pas les individualités, mais plutôt des types ou des institutions. Il n'y a presque aucun nom occidental qui est évoqué, et on parle plutôt de la fonction de chacun. Éviter de citer les noms, c'est aussi ne pas fausser notre idée en analysant uniquement les actions et les faits, plutôt que de se laisser avoir par la bonne ou mauvaise réputation d'un homme politique, par exemple. Le point de vue des Persans est neutre, et leur parole est donc vraie.
Ce qui renforce d'autant plus la pureté de cette vision est que Montesquieu n'a d'abord pas avoué qu'il a créé ce texte de toutes pièces, et qu'il s'agit en réalité d'une fiction. Les lettres sont précédées par une préface dans laquelle l'auteur prétend avoir rencontré ces persans, avoir discuté avec eux et qu'il a ensuite pu copier ces lettres et les traduire pour nous les donner. Le récit ne pourrait pas être plus vrai que s'il s'agissait de vraies lettres qui ont véritablement été écrites. En rédigeant cette préface, l'auteur se met aussi à l'abri, puisque en ces temps de censure, on ne pouvait pas tout écrire sans conséquence. En disant qu'on ne fait que compiler naïvement les pensées d'autres personnes, étrangères d'autant plus, on ne peut pas être blâmé d'exprimer une certaine opinion. Et ce prétexte lui permet d'écrire des idées qui sont d'une importance capitale dans ce que l'on connaît aujourd'hui comme le siècle des Lumières. Pour faire simple, les Lumières prônent certaines valeurs comme le rationalisme, la liberté intellectuelle, la modération politique ou encore le pacifisme. Ce sont tous ces points qui sont développés dans le roman épistolaire, dont la forme rend aussi l'analyse plus digeste. On aurait aussi pu écrire des essais sur ces divers thèmes, les développer en appliquant une pensée critique, mais en mêlant ces thèmes, en les faisant cohabiter dans une histoire et dans les observations d'un autre peuple, et surtout en montrant que les personnages, aussi érudits soient-ils, commettent chez eux les mêmes erreurs qu'ils avaient auparavant critiquées dans leurs lettres. Bref, en faisant tout cela, Montesquieu montre que le changement est long et que ce n'est qu'en prenant de la distance et en s'affranchissant de nos idées préconçues sur notre propre société et sur nous-mêmes que nous pouvons nous améliorer et atteindre les idéaux des Lumières. Pour terminer cet épisode, j'aimerais encore brièvement revenir sur la force de la forme épistolaire de ce roman. On a déjà un peu pu l'observer avec le roman du Sérail, l'auteur cache dans son texte de nombreuses choses qui ne sont compréhensibles que par l'analyse du détail. Même si chaque lettre peut être lue individuellement, sans qu'on ne se fatigue à aller plus loin, c'est justement aussi le tableau général qu'elle forme qui est intéressant. Elle se complète et crée un tableau plus vaste, touche par touche, lettre par lettre. Montesquieu est même allé dans les détails les plus fins pour créer un roman parfait. Il a par exemple étudié le temps que pouvait prendre une lettre pour passer des mains de l'expéditeur à celle du destinataire. On a aujourd'hui l'habitude de l'instantané, mais il faut bien se dire qu'au début du XVIIIe, la communication prenait plus de temps. Il fallait compter 5 mois et demi pour qu'une lettre atteigne Ispahan en partant de Paris. Vous vous imaginez donc qu'à la fin du roman, quand on annonce la révolte des femmes du Sérail à Ouzbek, il apprend l'information presque 6 mois après l'événement et que ses instructions arrivent presque 1 an après. Pas évident de gérer le stress dans cette situation. Un autre avantage de cette forme épistolaire polyphonique est qu'on peut parler de tout et de rien sans avoir besoin de faire des grandes transitions. Chaque personnage a sa propre voix et sa propre personnalité, ce qui fait qu'on peut parler de philosophie, de politique, de morale avec différents points de vue. On a aussi une polyphonie stylistique, puisqu'on peut avoir des lettres portraits, des fables, des dissertations sur plusieurs lettres, des diatribes et j'en passe. En ancrant aussi son roman dans une période historique bien précise, on peut facilement lier la fiction avec l'histoire avec un grand H. Le temps avance et les opinions peuvent changer. Les événements peuvent être analysés, critiqués, sans jamais tomber dans le cliché. Vous l'aurez compris, Les Lettres persanes de Montesquieu est un roman immense dans l'histoire de la littérature, non seulement par le regard qu'il porte sur la société et comment il a pu influencer son changement, mais aussi par les innovations littéraires qui ont été reprises plus tard par d'autres auteurs qui l'ont imité du mieux qu'ils ont pu. C'est donc tant son style que ses idées qui perdurent à travers le temps. Et ce qui rend ce roman encore si actuel, c'est la perception qu'il nous offre de la nature humaine. Merci d'avoir écouté Brume littéraire, le podcast qui vous guide à travers les grandes œuvres de notre littérature.